Bonjour, bienvenue pour cette conférence débat organisée par Marketplace Connect sur le thème suivant, la marketplace, la fausse bonne idée. Avec la crise du Covid, beaucoup d'entreprises ont investi le digital pour gagner en visibilité et en vente, mais beaucoup de paramètres sont à prendre en compte pour que cette décision ne se transforme pas en fiasco. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir trois invités. Alexandre El Harouchi, spécialiste du digital en santé, entrepreneur et investisseur. Jérémy Gobard, fondateur de deux entreprises, Brothers Loving Beer, distributeur de bières artisanales américaines et européennes, et Opitrade, la première marketplace de la bière dédiée aux professionnels. Et Tristan Balosian, enfin, qui est cofondateur de Vegan Place, la première marketplace vegan. Cette conférence, comme toutes les autres conférences, elle va se passer en deux temps. 35 minutes environ, 30-35 minutes d'intervention, puis quelques minutes pour répondre aux questions des internautes, s'ils en ont. Je vais vous poser des questions. L'idée, voilà, c'est de pouvoir y répondre à tour de rôle. N'hésitez pas si vous voulez échanger entre vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter ainsi que votre société et son historique? Peut-être Alexandre, si vous voulez commencer. Oui, merci Laura, bonjour. Donc, je suis Alexandre Alarouchi. Aujourd'hui, je préside One Page Partner, qui est un cabinet de conseil spécialisé en digital, notamment pour les professions réglementées, donc en particulier la pharmacie, qui est donc mon historique, puisque j'ai fait partie de l'équipe fondatrice du site 1001 Pharmacie, qui était donc une marketplace en produits de santé et particulièrement en produits de pharmacie. Et je préside également un club d'investissement qui s'appelle le Club Startup et dans lequel nous participons au financement d'une petite dizaine de startups chaque année. Pour une brève présentation. Très bien, merci. Jérémy, peut-être, si vous voulez poursuivre. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici. Donc Jérémy, moi je suis le dirigeant de Opitrade. Donc Opitrade, c'est comme tu l'as dit la première marketplace de bière artisanale française dédiée aux professionnels, donc pour les pros. Et j'ai un parcours assez classique d'un entrepreneur qui avait une société de distribution classique et qui est du coup qui a pris le virage du digital et pour monter du coup et orienter notre business vers un modèle marketplace. Très bien. Et Tristan? Enchanté, bonjour à tous. Ravi aussi de faire partie de cette table ronde. C'est très intéressant. Donc moi je suis Tristan Balosian, cofondateur de Vegan Place, mais pas que, puisque dans mes divers métiers, la dure tâche d'accompagner d'autres startups dans l'implémentation justement de la marketplace. Et puis quand certaines sont plus intéressantes à mes yeux, eh ben je rentre aussi au capital, et notamment c'est le cas d'une qui s'appelle SoCouple, qui est une marketplace aussi pour les couples et qui est en cours de gestation. C'est marrant pour une marketplace de couple. Donc voilà comment j'arrive à vous parler aujourd'hui de marketplace. D'accord, très bien. Pour ceux qui nous rejoignent que maintenant, il existe différents types de marketplace. Est-ce que peut-être l'un de vous trois peut nous expliquer en deux mots les différents types de marketplace qui existent sur le marché aujourd'hui? Peut-être Alexandre ou l'un de vous trois. Ok, si tu veux, Laura. Sur les différents types de marketplace, je pense qu'en fait, on pourrait peut-être déjà différencier peut-être les marketplaces, bien sûr, B2C ou les marketplaces B2B, les marketplaces de produits manufacturés, les marketplaces éventuellement de services. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder au cours de cette table ronde, mais peut-être les petites différences qui vont se faire entre une marketplace et le dropshipping, puisque je pense qu'il y a une petite nuance entre les deux. Voilà, peut-être sur les types, enfin en tout cas de mon point de vue, je pense que messieurs, vous allez sans doute compléter ce que je dis. Oui, j'ajouterais que en dehors des marketplaces de produits et services, aujourd'hui, on a aussi des marketplaces de data. C'est assez innovant, c'est assez original. On échange les data comme on échange les produits avec des contextes un peu plus complexes en termes de données juridiques et de contrats juridiques, puisque la data elle se veut souveraine en France et on essaie de faire en sorte de faire bien les choses. Donc là aussi, on a aussi des marketplaces de data. Mais pour le reste, je suis aligné avec ce qu'a dit
sans aucun problème. Ouais, c'est important aussi d'en parler et de le souligner parce que c'est peut-être moins connu. Comme je le disais en introduction, une marketplace peut être un formidable moyen de développer ses ventes ou faire l'effet inverse. Selon vous trois, donc chacun de vous trois, pourquoi une marketplace serait une fausse bonne idée? Donc avec la crise du Covid, beaucoup ont créé des marketplaces. C'est pas forcément une bonne idée. Donc, selon vous, pour quels acteurs, secteurs, produits, basés sur votre expérience aussi, est-il indispensable de créer une marketplace? Et à l'inverse, pour ceux pour qui ce modèle ne serait pas forcément adapté? Alexandre, si vous voulez commencer, ou l'un de vous trois. Oui, ok. C'est la dernière fois que je commence comme ça, pour pas monopoliser. Alors, moi, je vais parler un peu du coup de mon expérience et bien sûr, je vais donner cet avis vu de ma fenêtre ou en tout cas vu de mon expérience et bien sûr, ça engage que moi. Pour moi, la marketplace peut être une fausse bonne idée. Je vais dire, en tout cas, les écueils qu'il faut éviter quand on fait une marketplace. Quand on gère une marketplace, le propre de la marketplace, c'est que c'est un mode logistique. C'est-à-dire que vous êtes un site e-commerce, vous vendez un produit, vous vendez un service, et pour pouvoir élargir votre catalogue, augmenter la profondeur de catalogue, vous allez ajouter des vendeurs à votre site internet, de façon à ce que ces vendeurs tiers viennent finalement vendre des produits soit similaires aux vôtres, soit des produits que vous ne possédez pas en stock. L'écueil qu'il peut y avoir, c'est d'une part, bien évidemment, quand vous commencez à faire ça, vous ne maîtrisez plus votre logistique, vous maîtrisez plus les envois et vous pouvez faire face à deux types de choses. Donc, soit des vendeurs qui sont excessivement professionnalisés et qui ont une tendance à vouloir peut-être rapatrier le flux client vers leur propre e-shop. Donc, il faut avoir une vigilance et un contrôle sur les vendeurs. Il faut également être vigilant dans l'opposé, c'est-à-dire aux vendeurs qui seraient peu professionnalisés et qui du coup auraient une logistique de mauvaise qualité avec des envois qui se passeraient en retard, une mauvaise préparation des colis, si c'est un produit industrialisé ou en termes de service, qui pourrait donner en fait une mauvaise image pour l'entité que vous êtes. Ça, c'est sur les écueils. L'intérêt, bien évidemment, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que logiquement, on peut aller chercher une profondeur de catalogue qui est relativement importante, 50, 100, 200, 1 million de produits très rapidement. Mais par contre, il faut veiller à cette qualité en fait de l'enseigne que vous êtes, que ce soit Price Minister, eBay, Amazon, 1001 pharmacies, n'importe quelle marketplace doit être excessivement vigilante. Elle est un tiers de confiance quand on est une marketplace et c'est très important d'arriver à imposer à ses vendeurs une certaine rigueur qui correspond à notre marketing, parce que bien évidemment le client nous en tiendra rigueur si toutefois le vendeur ne respecte pas, j'ai envie de dire, les prérequis que nous-mêmes on s'impose en logistique. Tout à fait. Jérémy ou Tristan, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Absolument. En fait, moi, je me reconnais vraiment dans ce que vient de dire Alexandre. Alors, moi, je peux pas vraiment parler des secteurs d'activité pour lesquels ça ne marche pas, puisque je pense que c'est un sujet que je ne maîtrise pas assez. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour les distributeurs, peu importe ce qu'on distribue, que ce soit food and beverage ou enfin d'autres produits, il y a effectivement des avantages énormes. Tu mentionnais la profondeur de l'offre, c'est tout à fait exact. Moi, je peux rajouter également la gestion du BFR et des flux de trésorerie qui tournent à l'avantage du distributeur, et ça, c'est un élément différenciant assez majeur à mes yeux comparé à une activité de distribution classique. Pour moi, l'écueil principal, et là je vais plutôt parler de petites structures, puisque j'échange très régulièrement avec d'autres chefs d'entreprise de TPE, c'est vraiment de basculer d'une activité de vente physique à une activité de vente digitale. En fait, ça demande des compétences complètement nouvelles dans l'entreprise. Et en fait, c'est pas uniquement rajouter un canal commercial, c'est en fait opérer un shift à 180 degrés en termes de mindset, de structuration d'équipe, de type de vente, de compétences. Et ça a du coup ça pose de vrais challenges. Et j'ai envie de dire que du coup, plus que, pour répondre à ta question, plus que quel secteur d'activité, à quel secteur ça ne pourrait ne pas s'appliquer, j'ai plutôt envie de dire à quel type d'entreprise ça pourrait ne pas s'appliquer. Et là, il faut vraiment avoir conscience du gap hyper important en termes de RH, compétences et mindset.
D'accord, merci. Je vais prolonger ce que dit Jérémy. C'est qu'effectivement, pour des entreprises qui n'ont pas l'habitude du digital, le fait de passer à l'e-commerce, c'est déjà compliqué. Et quand on va au-delà de l'e-commerce et qu'on passe sur la marketplace, ça devient encore quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que on vend pas ses produits, on vend ceux de ses marchands et on a des réflexes qu'on peut avoir acquis en e-commerce qu'on n'a pas forcément le droit d'avoir quand on est en marketplace. Si je suis un opérateur de marketplace, tout à l'heure, à juste titre, Alexandre le disait, on est le tiers de confiance, on permet la concrétisation d'une transaction sur votre plateforme, mais celui qui achète, c'est le client et il achète à un marchand et le contrat de vente, il se fait entre l'acheteur et le vendeur. Et vous, la marketplace, vous n'êtes que l'artisan qui permet à cette transaction de se passer. Et ce ne sont pas vos produits, c'est pas votre contrat de vente qui s'applique. Donc, il y a énormément de choses qui font que vous n'allez pas forcément avoir les réflexes de dire, bah, tiens, je vais offrir 10% à tous mes nouveaux clients. Et 10% sur quel catalogue, celui de quel marchand il faut avoir le droit de le faire. C'est-à-dire que là aussi, vous ajoutez une couche de complexité liée notamment à la promotion de l'opérateur de la marketplace qui ne peut pas faire n'importe quoi, qui peut faire à hauteur de sa marge qu'il a sur les commissions qu'il va gagner, qui peut faire, mais à ce moment-là, rembourser quand il y a une transaction. Et est-ce qu'il doit prévenir l'ensemble de ses marchands quand il veut faire la livraison offerte sur tout son site? Donc, c'est tous ces écueils sur lesquels il faut être armé pour pouvoir comprendre ce qu'on vend, pourquoi on vend, et de quelle manière on peut le faire. Et c'est effectivement tout un mindset qui peut échapper aux équipes opérationnelles et c'est important d'avoir ça en tête. D'accord, merci. D'une manière un peu plus personnelle, est-ce que vous pouvez chacun nous expliquer comment vous avez envisagé la création, la construction de votre propre marketplace et avec ça, ensuite avec l'expérience, les ingrédients indispensables aujourd'hui que vous pourriez dire indispensables au succès d'une marketplace, de votre marketplace et au contraire les principaux risques auxquels vous avez pu faire face et auxquels plus globalement il faut faire face en tant que auquel il faut s'attendre en tant que marketplace. Je ne vais pas faire commencer Alexandre, peut-être Jérémy. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, nous, en fait, le déclencheur de basculer sur un modèle marketplace, donc pour revenir un tout petit peu en arrière, donc on est toujours d'ailleurs distributeur avec, on achète du stock et on le revend. Évidemment, on fait des ventes en ligne. On a un site internet, un site de e-commerce sur lequel on vend nos produits, donc ceux qu'on distribue. Et on a en fait souhaité basculer sur un modèle de marketplace pour élargir considérablement notre offre. En fait, sur la bière artisanale, on est sur un marché où il y a beaucoup de bières éphémères, de plus en plus d'acteurs, et c'est une offre qui est très compliquée à naviguer. Et la marketplace le concept de marketplace permet de répondre à cette problématique principale, dans la mesure où ça permet de référencer une multitude de produits sur des critères très clairs, et de pouvoir justement naviguer cette offre qui change tout le temps et qui peut être difficile à comprendre même pour des acheteurs professionnels. Donc c'était vraiment le rationnel principal, c'était de pouvoir créer le catalogue le plus complet et le plus facilement lisible sur un marché qui ne l'est pas forcément. Le risque principal, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai vécu, c'est de passer tout d'un coup d'une gestion à 300 à 500 références sur une période de l'année, à tout d'un coup, comme nous le disait Alexandre, plusieurs milliers. Et ça, c'est un mode enfin voilà, ça génère des changements structurels dans les équipes, notamment je pense aux équipes commerciales qui doivent apprendre à vendre et à maîtriser plus de produits et peut-être à ne plus vendre des bières mais vendre une plateforme. Un risque également qui a été très justement mentionné, c'est le risque logistique. On est évidemment tiers de confiance et en cas de problème de livraison, on est évidemment responsable, ou en tout cas tenu comme responsable, ou identifié comme responsable par le client, à juste titre. Et donc, ça demande également d'avoir une très bonne compréhension des flux et de mettre en place une gestion très rigoureuse des livraisons sur la plateforme. Merci. Tristan ou Alexandre? Avec plaisir, je peux prendre la suite. Alors, pour Vegan Place, la problématique a été de répondre à une demande de mon épouse qui avait eu cette belle idée à un moment
me sortir de mon quotidien de e-commerçant, on va dire, puisque moi j'étais un des anciens patrons de Pixmania, et de me dire, bah tiens, au lieu de bosser pour Carrefour et des grosses marques, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose autour de valeurs qui sont les nôtres, à savoir le véganisme et les produits qui font du bien aux humains sans embêter les animaux. On s'est aperçu rapidement que non seulement il n'y avait aucune marketplace sur le sujet, et que l'intérêt de la marketplace a été justement d'aller pouvoir avoir un nombre de références qui jusque-là étaient extrêmement morcelées partout sur le net, avec peu de professionnels. Donc ça a été au contraire la façon de professionnaliser ce milieu qui n'était pas encore. Quelques gros sites existaient, mais très limités, soit que dans l'alimentaire et pas forcément dans la cosmétique ou la mode ou la maison. Donc l'idée, ça a vraiment été de prendre ce chemin de rassembler plus de produits possibles, sans prendre le risque de les stocker, de ne pas les vendre. Et donc la marketplace, elle s'imposait comme le modèle le plus vertueux pour ça, avec des difficultés dans la construction même de la plateforme. Quelle techno, pourquoi, comment, et puis rapidement, quand on est sur quelle techno, pourquoi, parce que c'est rentable, parce que le chiffre d'affaires de la marketplace, c'est pas ce chiffre d'affaires des ventes, mais plutôt celui des commissions. Et les marchands veulent payer le moins de commissions possible, même si on fait quand même un service et que on apporte une solution clé en main. Donc la difficulté, ça a été de trouver la bonne techno pour pouvoir opérer cette marketplace à des coûts raisonnables et pouvoir en même temps avoir des bons résultats en termes de référencement sur les produits et sur Internet, de pouvoir encaisser du trafic quand vous avez une opération spéciale, etc. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à peu près à s'en sortir et non sans difficulté, puisqu'on a dû changer 3 fois de plateforme. Ah oui, d'accord. Pourquoi? Enfin, pour quelles raisons? Je me permets de rebondir. Mais... la performance, le coût. Quand vous êtes une marketplace, vous êtes avant tout un entrepreneur. Toute proportion gardée, vous avez des coûts techniques qui aujourd'hui peuvent être rationalisés et non plus les coûts qu'on pouvait imaginer auparavant. Donc là où vous allez dépenser 100 000 € de licence par an, il faut faire combien de chiffre d'affaires pour arriver à 100 000 € de marge nette, qui est les 15% de commission en moyenne que vous prenez. Ça rationalise tout de suite l'investissement. Est-ce que je fais du trafic ou est-ce que j'achète de la techno? Et si j'achète de la techno, est-ce que j'achète au bon prix? Voilà comment on arrive à se reposer les bonnes questions et se dire, est-ce que j'ai intérêt à construire ma plateforme? Est-ce que j'ai intérêt à aller prendre une licence d'une plateforme tierce? C'est laquelle? Et c'est comme ça qu'on a itéré à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'on trouve un bon modèle. D'accord, merci beaucoup. Alexandre? Alors, moi, peut-être que de mon expérience, j'ai un point de vue qui est beaucoup plus ancien en fait. Du coup, on n'avait pas forcément le choix à l'époque entre plateforme ou code in-house, puisque quand on s'est posé la question pour 1001 pharmacies en 2011-2012, il y avait peu de marketplaces qui existaient. Il y avait Fnac, il y avait Price Minister bien sûr. Et après, il y avait les marketplaces américaines. On faisait partie des premières marketplaces, en tout cas sur les verticales. On était une des premières marketplaces verticales sur la pharmacie. Donc on est parti sur un produit in-house. Ensuite on a vu des marketplaces sur étagère arriver comme Miracle ou Iceberg, qui s'appelait Modizy à l'époque, donc Modizy Iceberg. Donc on a vu un petit peu ces produits sur étagère arriver. On s'est posé la question à plusieurs reprises en fait de changer de notre site vers une plateforme. On l'a jamais fait finalement. Au-delà du coup, en fait, c'est toujours pareil. Techniquement, on avait des gros enjeux business, des volumétries qui étaient relativement importantes, et donc finalement, on n'avait pas priorisé ça à ce moment-là. Donc voilà, du coup, je peux pas dire pourquoi. Est-ce que à refaire aujourd'hui, on choisirait une plateforme?
Je sais pas. On les regarderait. Est-ce qu'il faut choisir une plateforme ou le faire in-house? Ça, je sais pas. Faut regarder en fonction de son business. Euh, Là où on a eu des gros points de vigilance, c'est que et pourquoi nous on avait choisi le fait de faire une marketplace, parce que tout simplement le constat qu'on avait fait sur la pharma, c'était que le catalogue de la pharmacie, c'est à peu près 250 000 références. À peu près 150 000 références de médicaments et 100 000 références de parapharmacie. Et les plus grosses parapharmacies qui existaient, en France ou en Belgique, puisque c'était là où il y avait vraiment les plus de choix, même les grosses parapharmacies comme on peut trouver dans la région de Toulouse, puisqu'il y a une enseigne toulousaine qui est connue pour avoir du choix, qui existe maintenant partout sur le territoire, c'est 20 000 références, 25 000 références. Et donc, pour pouvoir avoir finalement ces 250 000 références, médicaments inclus, sur un site internet, et bien sûr, la réglementation à l'époque imposait, elle impose toujours d'avoir une pharmacie reliée à tout site internet, bien finalement, aucune pharmacie de France n'était capable de proposer l'ensemble du catalogue pharmacie sur Internet. Et donc, naturellement, on s'est dit, si on regroupe une multitude de pharmacies, on va commencer à se rapprocher de l'ensemble du catalogue de la pharmacie. Donc ça, c'était quelque chose de relativement bien pour notre business, puisque forcément, on avait toutes les marques possibles et imaginables dans le domaine de la pharmacie. Par contre, l'écueil que ça générait, c'était qu'on pouvait avoir plusieurs marchands, et d'ailleurs, tous nos marchands étaient de la même typologie, puisque c'était des pharmacies, et donc plusieurs marchands qui vendaient les mêmes produits. Et donc, pour pouvoir s'attirer finalement des commandes sur leur espace, il fallait finalement qu'ils se fassent une concurrence. Et ça avait en fait un effet délétère, parce que à la fois, bien sûr, ça baissait les prix, donc on était bien placé en tarif, nous, sur la place de marché, mais ça avait un effet délétère entre eux, parce que finalement, ils se tiraient la bourre pour pouvoir rattraper les commandes. Et nous, pour notre web marketing, c'était un problème, parce que quand on a des prix qui bougent toutes les 10 secondes sur 50 000 références, c'est très difficile de venir indexer les prix dans des flux Google Shopping, Google Ads, affiliation ou autre, parce que finalement, on devient un partenaire peu fiable dans la durée. Donc, il faut être capable de gérer ça, en tout cas sur les produits les plus connus ou les plus marketés qui vont commencer à drainer du trafic. L'autre écueil, et là en revanche, je pense que ça nécessitait absolument une techno propre, c'était que finalement, quand on vend des produits comme des produits de pharmacie, on vend des produits à petit montant, c'est-à-dire que le produit moyen vaut à peu près 10-12 euros. Et donc, le panier moyen faisant 50 euros, il faut 3, 4, 5 produits pour faire un panier. Et donc, finalement, quand vous faites un prix d'appel sur un produit A qui se retrouve vendu par un vendeur X, et que le produit B se retrouve vendu par un vendeur Y, et ça c'est le prix d'appel, il faut arriver à mutualiser tous ces produits dans un même panier chez un même vendeur pour ne pas avoir des frais logistiques qui explosent. Et donc là, on rentre dans une complexité algorithmique qui du coup, chez nous, on avait des algos qui du coup étaient modifiés de manière, je ne vais pas dire quasi hebdomadaire, mais mensuelle, de façon à finalement toujours proposer le meilleur choix aux clients en termes de coût final, tout panier inclus. Mais ça ne veut pas dire le prix le moins cher pour chaque produit. Et donc, c'est cet équilibre qui est finalement assez dur à trouver pour ne pas avoir un churn trop important. Voilà. Donc, pour la techno, de mon expérience, voilà ce que je peux en dire. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, j'avais aussi envie d'aborder avec vous le concept de marketplace local. On en parle de plus en plus depuis le début de la crise sanitaire. Et vous, par exemple, Tristan, vous êtes qui êtes dans le vegan, enfin dans la marketplace vegan, qui est souvent un marché dans lequel les consommateurs privilégient le local, le commerce de proximité. Comment vous réussissez en fait au quotidien à convaincre des utilisateurs d'y aller? Enfin, moi, je me mets à la place. Voilà, j'ai envie de manger vegan, je vais aller dans le marché, dans le marché au bout de ma rue, quoi, au marché au bout de ma rue. Alors, évidemment, que je les empêcherai pas, heureusement, d'aller acheter leurs fruits et leurs légumes chez leur bon primeur. Et c'est une très bonne chose, et tant mieux. En réalité, on n'a pas véritablement ce point de vue local aujourd'hui sur Vegan Place. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur une pénurie des produits. Pour être tout à fait transparent, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les grandes villes, on commence à avoir des produits véganes un peu partout, et même dans les supermarchés.
ils sont de plus ou moins bonne qualité, mais on arrive à se substanter, on va dire. Quand on commence à avoir, au contraire, eh bien, des petites villes de Bretagne un peu éloignées, ou des choses, ou même des endroits dans le sud, ou en plein centre de la France, et ben là, l'offre, elle n'est pas pléthorique. On va pas acheter son steak végétal dans l'épicerie du coin, c'est pas vrai. Et c'est là où la marketplace, elle a un très bon rôle. C'est qu'effectivement, elle va apporter rapidement une réponse à une offre qui est absolument manquante. Alors, elle n'est pas véritablement locale, mais elle vient localement servir la pauvreté de l'offre qui est proposée sur un quartier, en fait. Donc, voilà comment on s'en sort. Donc, c'est plutôt là-dessus. Avec un gros driver sur l'alimentaire, c'est toujours ce qui est le plus recherché, plus que la mode. Et ça me surprend d'ailleurs beaucoup parce que la mode éthique, c'est quand même important. Mais le réflexe en ligne, il est encore d'aller chercher des produits alimentaires plus que des produits de mode ou même des produits de cosmétiques. Donc voilà à peu près comment nous on gère la partie locale, mais on n'a pas d'offre spécifique dédiée, même si techniquement la plateforme permet d'aller géolocaliser très précisément où se trouve un marchand, quelle est sa zone de chalandise et où est-ce qu'il peut aller. On s'en sert pas aujourd'hui, pas du tout. Voilà. D'accord. Et Jérémy aussi, je me permets aussi de rebondir. Quand on Bien pense sûr. digital, on ne pose pas forcément bière. Pourtant, vous C'est avez vrai. réussi à monter une marketplace qui fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment vous allez chercher les clients? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui Alors, s'attend? donc nous, on est uniquement en B2B. Donc la logique va être un petit peu différente dans la mesure où notre métier consiste à mettre en relation des brasseries, donc des producteurs de bière, avec des acheteurs professionnels. Et il se trouve que sur à la fois le côté vendeur ou marchand et le côté acheteur, on est sur des structures de très petite taille. En France, plus de 90% des brasseries sont des structures à 2 salariés maximum. Et côté acheteur, on a beaucoup de clients qui sont cavistes, qui sont gérants de bar et qui en fait gèrent des petites structures sans aucun sens péjoratif. Et donc, en fait, des deux côtés, il y a un besoin de connexion, puisque l'offre de bière est pléthorique. Et de l'autre côté, pour les producteurs, c'est très compliqué de trouver les bons clients et encore plus de les livrer de façon efficace. Et donc, en fait, pour rebondir sur ta question, hein, qui est excellente, à savoir comment est-ce qu'une marketplace peut s'adapter ou trouver sa place et servir un marché local. En fait, nous, on a une offre dédiée là-dessus qui consiste en fait à être un relais logistique et commercial pour les brasseurs, donc pour les producteurs de bière. Et donc on part du principe que la très grande majorité de nos marchands sont des petites structures, comme je disais, une, deux, trois personnes maximum, qui n'ont pas le temps en fait de réaliser l'effort commercial, encore moins de s'occuper de la logistique. Et donc, en fait, on sert le marché local en tweakant un petit peu le modèle marketplace et en proposant une offre voilà, dédiée aux brasseries productrices de bière pour servir leur clientèle et être un véritable partenaire, en fait. Et côté client, bah ça a beaucoup de sens, hein, puisque du coup, ça leur permet... on n'empêche personne de travailler avec son voisin, hein, évidemment, c'est contre notre philosophie, ça n'aurait aucun sens. Par contre, on considère qu'en apportant une valeur ajoutée, commerciale, logistique, perçue par les acheteurs également, eh bien, on répond à un vrai besoin sur le marché local. D'accord, merci. Je ne sais pas si j'ai été très Alexandre, clair. si, c'était, enfin, pour moi en tout cas, c'était clair. Je ne sais pas si vous avez des questions autour, mais est-ce que vous, Alexandre, vous voyez la marketplace locale dont on parle beaucoup comme une tendance de fond qui va perdurer ou pas forcément? Est-ce qu'elle va perdurer ou est-ce que c'est une tendance de fond? Je suis pas pertinent pour répondre à cette question parce que nous, pour le coup, on était vraiment sur des produits industriels et même mes expériences par la suite ont souvent été sur des produits pharma ou très réglementés sur lesquels le local n'avait pas d'impact.
néanmoins, ce que je peux dire de mon expérience de l'époque, c'est que nous permettions le click and collect avec un retrait comptoir et que finalement c'était très peu utilisé, voire quasiment pas utilisé. Et on avait même fini par le supprimer parce que dans le tunnel de conversion, on avait de la déperdition au niveau du choix du click and collect. Donc on ne le permettait même plus à la fin. Mais je précise, on est vraiment sur un produit. Il y a une pharmacie dans toutes les rues de France. Donc l'acheteur qui était sur Internet, je pense, c'est un acheteur qui n'avait pas forcément envie de retourner dans sa pharmacie pour acheter le produit. Encore une fois, je précise que ce sont des infos et des datas qui remontent à il y a quelques années, puisque Mille et une pharmacie a été vendue et appartient au groupe Pharmasimple aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux pas répondre à cette question présentement, mais en tout cas, en 2015, 2016, 2017, voilà ce que c'était. D'accord, merci beaucoup. Il reste moins de 5 minutes, donc je vais voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, c'est le moment. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, un point important, prendre la parole sur un sujet qui a du sens pour vous, pour ces moins de 5 dernières minutes. Non, pas forcément. Non, peut-être, moi, si je peux partager un retour d'expérience, alors je ne sais pas du tout s'il est pertinent ou pas, encore une fois, je comprends que mon business est très différent de celui d'Alexandre et celui de Tristan, donc à voir s'il s'applique partout. Mais en tout cas, moi, ce que je recommande quand on regarde les schémas d'implémentation d'un modèle marketplace, c'est d'y aller vraiment graduellement, quoi. Notamment quand on a pris des des réflexes différents après des années d'activité sur un métier similaire mais qui n'est pas tout à fait le même, hein, qui est pas marketplace, et passer brusquement de quelques centaines de produits à plusieurs milliers, voilà, c'est quelque chose qui chamboule vraiment la vie de l'entreprise. Et donc là-dessus, moi, vraiment, ma grande recommandation, alors c'est évidemment d'être ambitieux, évidemment d'être agressif commercialement. On veut tous réussir, hein, on est là pour ça. Mais voilà, c'est de pas brûler les étapes et d'y aller progressivement, même si ce sont des step-up graduels, hein, et très rapprochés dans le temps. Ouais, je souligne et je soutiens complètement ce que tu dis. En tout cas, aujourd'hui, où parfois je reçois donc des dossiers de financement sur des boîtes qui sont de place, vraiment se poser la question de la pertinence d'être une marketplace. Parce que je dirais, quel que soit ce que vous vendiez en ligne, il faut vraiment se rendre compte que quand on fait une marketplace, ça a d'énormes avantages, clairement, mais ça a aussi énormément d'inconvénients et que la pertinence se teste. Aujourd'hui, on a la chance inouïe, comparé à il y a 10 ans, d'avoir pléthore d'outils no-code, de gestion de flux, des PIM, des CMS, des machines qui se branchent dans tous les sens à la vitesse de l'éclair. On peut énormément tester de choses. Et donc, vraiment, j'invite toute personne qui aurait envie de monter une marketplace de tester parce que l'impact client, en tout cas, ça peut avoir un impact client fort. Donc, il faut challenger son idée et se dire et prendre bien en compte les inconvénients qui vont avec. Ouais, et puis s'entourer, s'accompagner d'experts, ça fait gagner beaucoup de temps. C'est bien qu'on ait des tables rondes comme ça, comme Marketplace Connect, qui permettent de partager des expériences. Mais c'est vrai que c'est pas toujours rose. L'assortiment du produit qui est à jour en termes de prix, en termes de stock, ça c'est un vrai beau sujet. Est-ce qu'on passe par un agrégateur de flux, un ou tous ou n'importe lequel? Aujourd'hui, quand on veut aller chercher les plus gros marchands qui ont plein de références, on se dit mais c'est formidable. Ah oui, mais votre marketplace, elle n'est pas chez Lengo. Et combien ça vaut d'aller chez Lengo? Je vous laisserai leur demander, vous verrez combien ça coûte. Donc là aussi, c'est un coût pour la marketplace, pour le marchand. Donc il y a énormément de choses à mettre dans la balance avant de se dire, tiens, la marketplace, c'est l'Eldorado. Non. Il faut savoir à qui on s'adresse, il faut comprendre quels sont les enjeux. Et ça, si vous les connaissez pas, ces enjeux-là, et si vous les avez pas vécus, si vous les demandez pas, vous
dedans. Voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas à tous les trois. En fait, je m'étais trompée dans le temps, il reste 5 minutes là. Ah, Donc, j'avais dit qu'il restait moins de 5 minutes. Bien sûr, j'avais une question aussi par rapport à ça. C'est différent en fonction des produits, des différents produits. Mais quel budget doit-on prévoir pour sa marketplace? Ça, c'est très variable. Franchement, c'est excessivement difficile de répondre à cette question. C'est quasi impossible. Non, mais vous êtes le roi Merlin, vous avez déjà des milliers de références, du trafic, vous voulez étendre votre longue traîne, comme on l'appelle, vous allez mettre beaucoup plus de moyens que si vous êtes une marque émergente, une petite start-up qui a besoin de faire son test and learn, qui pour quelques dizaines de milliers d'euros va arriver à faire son test and learn et grossir au fur et à mesure en ce qu'on appelle en pay as you grow. Et plus on va grossir et plus on aura de problématiques et plus on va avoir les moyens de les adresser. Tout à l'heure, on parlait de la logistique et notamment c'est toi qui en parlais, Alexandre. Qui n'a pas rêvé de faire comme Cdiscount, Back Market ou Amazon, à savoir héberger les produits de ses propres marchands pour une livraison plus clean, pour un panier multivendeur avec des frais de port allégés, pour pouvoir faire du Amazon Prime. Et pour ça, il faut une volumétrie ou avoir des marchands qui vous confient leurs marchandises. Mais par ailleurs, s'ils vendent déjà sur une autre marketplace, c'est compliqué. Pourquoi ils vous confieraient à vous et pas à un autre? Donc, il y a des étapes à ne pas manquer dans la construction de sa marketplace. Et puis, c'est brique par brique. Et puis, en fonction de qui prend, on met les moyens et ça peut coûter quelques dizaines de milliers comme plusieurs centaines de millions même. Bien placé pour le savoir. J'ai travaillé sur une marketplace de food qui est celle qui s'appelle Gourming, où plusieurs millions ont été investis pour essayer de monter une marketplace en B2B pour faire plaisir aux artisans français et exporter tous les produits du terroir à l'extérieur de la France. Et malgré cet argent investi, le résultat n'a pas été celui qui était escompté. Pas que pour des raisons technologiques, pour des raisons de marché, pour des raisons de douane, pour des raisons d'habitude aussi, tout simplement, alimentaire. Voilà. Donc l'argent, il faut savoir bien l'investir et mesurer ce à quoi il va servir avant de l'engager. D'accord. Peut-être aussi parce qu'on n'avait pas précisé du coup, Laura, ce que moi j'appelle l'émergence de nouvelles marketplaces, le type dropshipping. En fait, pour moi, le dropshipping, c'est une marketplace. La seule différence, c'est que le client est complètement conscient qu'il achète à un grossiste ou directement à un fabricant. Et donc, je ne sais pas si aujourd'hui on parle beaucoup de ça parce qu'on essaye de trouver en fait des producteurs souvent en Asie ou en tout cas des producteurs à bas coût pour vendre certains produits à bas coût et donc on se dit on va le vendre en dropshipping, on va essayer de faire un coup un peu là-dessus. Pour moi, enfin ça engage que moi, c'est pas quelque chose qui est très durable. J'ai pas de data, mais de mon ressenti ou en tout cas de tout ce que j'ai pu voir comme produits à la vente en dropshipping, ce sont souvent des produits à faible coût, avec certes des grosses marges, mais à faible coût, et sur lequel, notamment sur certaines places de marché asiatiques bien connues, on va acheter directement dans une usine des câbles pour charger son téléphone mobile à $2. Ça, c'est le dropshipping. Maintenant, est-ce que le consommateur est capable d'acheter un téléphone à plusieurs centaines d'euros en dropshipping directement à un fabricant? Je ne sais pas, peut-être que l'avenir le dira, peut-être que les habitudes de consommation évoluent et changent. Je pense que la différence pour moi entre le dropshipping et la marketplace, c'est finalement l'adhésion du client au fait qu'il achète directement dans une usine ou directement au fabricant ou à un revendeur et qu'on ne se cache plus derrière ce tiers de confiance, en tout cas qu'il adhère plus au tiers de confiance. C'est peut-être un vrai enjeu pour les grosses marketplaces généralistes, notamment américaines, mais qui, à mon avis, sont bien assises parce que en termes de tiers de confiance, aussi bien sur la logistique que sur le prix, celle qui commence par un A et qui nous vient tout droit de Seattle, elle est quand même bien installée. Ouais.
Merci beaucoup à tous les trois. Oui, quelqu'un veut, j'ai entendu une Non, voix. je vais juste rebondir sur ce que disait Tristan. Je vois le temps qu'il est file, mais j'en ai vraiment pour 15 secondes. Effectivement, sur la question du budget, c'est très difficile d'établir un budget général pour une marketplace. En revanche, ce qui est certain, c'est que se lancer aujourd'hui, ça coûte rien, ou très peu. Alors évidemment, il y a beaucoup d'étapes manuelles, etc. Mais moi, j'encourage tous les jeunes entrepreneurs à tester le modèle. Ça coûte peu cher et on a aujourd'hui plein de solutions pour se lancer. D'accord. En tout cas, sur un MVP ou un premier produit. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si on coupe tout de suite. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Pour cette intervention. Et merci à tous les intervenants. Merci de cette conférence très enrichissante, en tout cas pour pouvoir lancer du coup sa marketplace. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas? Effectivement, il y a beaucoup de choses à retenir. Du coup, moi, je vais passer du coup au remerciement. J'ai été ravi d'avoir du coup pu partager avec vous toute cette journée, que nos participants qui du coup ont réussi à tenir de 9h jusqu'à ce soir 17h30. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que cette journée fut riche d'enrichissement, riche de rencontres avec des exposants, des intervenants qui étaient présents sur nos conférences, nos talks, les conférences débats, les workshops également des exposants experts du métier qui ont pu vous présenter des solutions SaaS ou peut-être des agences, quelques intéressantes pour vous. Le but était forcément de vous mettre à la marketplace, donc soit de mieux vendre en fait d'une manière générale sur les marketplaces, soit d'y aller quoi, tout simplement, ou tout simplement de passer le cap, c'est-à-dire installer une marketplace. Et j'espère qu'on a réussi notre pari de pouvoir vous aiguiller et vous aider le plus possible, en tout cas dans vos démarches. Encore une fois, je suis ravi parce qu'aujourd'hui, ça reste que la deuxième édition de Marketplace Connect, mais il faut savoir que vous étiez 220 aujourd'hui, 220 inscrits en tout, et c'est certes un petit chiffre, mais c'est quand même beaucoup de personnes à suivre toute cette journée, donc c'est très bien et je vous félicite et je vous remercie beaucoup tous de nous avoir suivis. Je tiens à remercier du coup encore une fois tous les intervenants, tous les speakers, tous les exposants qui se sont relayés pour pouvoir dialoguer avec vous, échanger les cartes de visite à distance. Voilà, c'était vraiment super et je tiens à remercier également toute mon équipe qui est un peu dispatchée aux quatre coins de la planète. Et quand je dis aux quatre coins de la planète, je parle également d'Aura que vous venez de voir à l'instant, qui est à Dubaï et qui est la seule personne qui doit bénéficier du soleil en ce moment même. Écoutez, voilà, je retiens encore une fois à remercier également tout mon staff technique côté régie vidéo qui a pu supporter du coup toutes les personnes qui sont passées en fait sur cette journée pour pouvoir les faire intervenir dans des bonnes conditions. Donc ça c'est super, c'est top. Et du coup, je voulais vous parler également des prochaines dates des événements qu'on va organiser chez Wonk. Donc Retail Connect qui sera organisé le 30 juin en 100% distanciel sur le même format que ce que vous avez vu aujourd'hui. Et d'autres événements comme DNVB Connect. Le site n'est pas encore live pour DNVB Connect. Pour Retail Connect, vous pouvez vous inscrire déjà. Il y a déjà toute disponibilité, donc n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire. DNVB Connect, l'événement sera organisé le 23 septembre en physique, en mode hybride. Ça veut dire que vous pourrez participer et en distanciel ou en physique. À vous de choisir, tout simplement. J'espère que d'ici là, on aura plus l'occasion de pouvoir organiser des événements en mode physique. Et puis, e-commerce Connect qui sera plus positionné en fin d'année, courant 15 septembre. Les inscriptions ne sont pas encore tout à fait disponibles, mais elles le seront bientôt. Je vous remercie encore tous et je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à l'année prochaine, c'est sûr, pour une troisième session de Marketplace Connect. Merci, à très bientôt. Au revoir.